Ce soir, on va briser une image qui est ancrée dans votre esprit depuis l'enfance. Ce schéma bien propre, bien rangé, du système solaire que vous avez vu des centaines de fois. Celui avec les planètes alignées en rang et un petit anneau de débris au-delà de Neptune. Ce schéma vous ment. Parce que la ceinture de Kuiper, cette région au-delà de Neptune, n'est pas une bande étroite de roches glacées. C'est une structure colossale, si vaste, si inimaginablement étendue, que l'intégralité du système solaire interne, tout ce qui va de Mercure à Mars, chaque planète que vous avez apprise à l'école, disparaîtrait à l'intérieur comme un grain de sable jeté dans un océan. Et le plus étrange, c'est à quel point elle est vide. À la fin de cette exploration, vous ne regarderez plus jamais le système solaire externe de la même façon. Commençons par quelque chose que vous avez vu 100 fois, peut-être 1000. Vous l'avez vu sur les murs des salles de classe, dans les manuels scolaires, sur des sites internet, dans des documentaires. C'est le schéma du système solaire. Vous voyez lequel? Le Soleil est posé à gauche, grand et lumineux. Puis, il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, ensuite un espace pour la ceinture d'astéroïdes. Puis Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Tout est aligné proprement, à peu près régulièrement espacé, avec peut-être un peu plus de place entre les planètes extérieures. Et puis, au-delà de Neptune, il y a parfois une petite bande dessinée, un mince anneau de débris étiqueté « ceinture de Kuiper ». Ça ressemble à une version légèrement plus large de la ceinture d'astéroïdes, une modeste bande de matière glacée juste après la dernière planète. Rien de très spectaculaire, rien qui vous ferait vous arrêter pour y réfléchir à deux fois. Cette image est l'une des représentations les plus trompeuses de toute l'éducation scientifique. Elle n'est pas fausse dans le sens où elle montre les planètes dans le bon ordre. C'est le cas. Mercure est vraiment la plus proche du Soleil. Neptune est vraiment la planète la plus éloignée. La ceinture de Kuiper se trouve vraiment au-delà de Neptune. Tout cela est exact. Mais les proportions, l'espacement, l'échelle de tout dans ce schéma sont si catastrophiquement comprimés que ça vous donne une idée complètement fausse de ce à quoi le système solaire ressemble réellement. Et nulle part cette distorsion n'est plus extrême qu'avec la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper n'est pas une mince bande de débris. Ce n'est pas un modeste anneau juste après Neptune. C'est une structure absolument énorme, une région de l'espace si vaste qu'elle fait paraître le système solaire planétaire familier, la partie avec toutes les planètes que vous avez apprises à l'école, minuscule en comparaison. Et ce soir, on va comprendre pourquoi. Mais pour ça, il faut commencer par les distances. Les vraies distances. Pas les distances comprimées et écrasées de ce schéma de salle de classe, mais les distances physiques réelles qui séparent les objets de notre système solaire. Parce que tant que vous ne comprenez pas ces distances, vous ne pouvez pas apprécier ce que la ceinture de Kuiper est réellement. Commençons par quelque chose que vous connaissez déjà, la distance de la Terre au Soleil. Cette distance est d'environ 150 millions de kilomètres. Les astronomes utilisent cette distance si souvent qu'ils lui ont donné un nom spécial, une unité astronomique ou une unité astronomique. C'est le mètre étalon du système solaire. Quand les astronomes disent que quelque chose est à 5 unités astronomiques du Soleil, ils veulent dire que c'est 5 fois la distance Terre-Soleil. 10 unités astronomiques signifient 10 fois cette distance. C'est un raccourci pratique parce que les chiffres bruts en kilomètres deviennent très vite impossibles à manipuler. Or, 150 millions de kilomètres, c'est déjà une distance que la plupart des gens ne peuvent pas vraiment visualiser. Essayons de la rendre concrète. Si vous pouviez conduire une voiture à la vitesse d'autoroute, disons 130 km/h, sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause pour le carburant, le sommeil ou quoi que ce soit d'autre, il vous faudrait environ 132 ans pour atteindre le Soleil.
C'est plus d'une vie humaine et demie de conduite continue juste pour parcourir une unité astronomique. La lumière, la chose la plus rapide de l'univers, couvre cette distance en environ 8 minutes et 20 secondes. Quand vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a plus de 8 minutes, parce que c'est le temps qu'il a fallu à la lumière pour voyager de là-bas jusqu'ici. Donc, une unité astronomique est déjà énorme selon n'importe quel standard humain. C'est une distance qui rendrait les mesures quotidiennes complètement inutiles. On ne peut pas y réfléchir en termes de pâté de maison ou de trajets en voiture ou de vol Paris-Marseille. C'est dans une catégorie entièrement différente. Maintenant, allons plus loin. Mars orbite à environ 1,5 unités astronomiques du Soleil. Jupiter, la première des planètes géantes, orbite à environ 5,2 unités astronomiques. Ça signifie que Jupiter est déjà, grosso modo, 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. C'est un saut significatif. La distance du Soleil à Jupiter est d'environ 780 millions de kilomètres. À la vitesse d'autoroute, il vous faudrait environ 685 ans pour y arriver. Saturne est à environ 9,5 unités astronomiques du Soleil. Uranus est à environ 19,2 unités astronomiques. Et Neptune, la planète la plus éloignée, orbite à environ 30 unités astronomiques du Soleil. Faisons une pause ici, parce que 30 unités astronomiques est un chiffre important. C'est là que la partie familière du système solaire se termine effectivement, et que la ceinture de Kuiper commence. 30 unités astronomiques, c'est environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. C'est 30 fois la distance Terre-Soleil. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre conduire à la vitesse d'autoroute du Soleil à Neptune, il vous faudrait plus de 3900 ans. 3900 ans de conduite non-stop. La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a commencé il y a environ 860 ans. La fondation de Marseille par les Grecs remonte à environ 2600 ans. Vous auriez pu commencer à conduire vers Neptune quand les Phocéens fondaient Massalia, et il vous resterait encore plus d'un millénaire de route avant d'arriver. Même la lumière, voyageant à 300 000 km par seconde, met plus de 4 heures pour voyager du Soleil à Neptune. Quand la sonde Voyager 2 de la NASA est passée devant Neptune en 1989, elle voyageait depuis 12 ans, depuis son lancement en 1977, utilisant des assistances gravitationnelles de Jupiter et Saturne pour accumuler de la vitesse en chemin. 12 ans de voyage spatial, juste pour atteindre l'orbite de Neptune. Donc, la distance du Soleil à Neptune, ces 30 unités astronomiques, est déjà vertigineuse. La plupart des gens, même ceux qui sont raisonnablement connaisseurs en matière d'espace, ne saisissent pas pleinement à quel point Neptune est loin. Ce n'est pas juste un peu plus loin que Saturne ou Uranus. C'est dans une zone complètement différente du système solaire, une région glaciale et sombre où la lumière du Soleil est 900 fois plus faible que sur Terre. Si vous vous teniez sur Neptune et que vous regardiez en arrière vers le Soleil apparaîtrait comme une simple étoile très brillante. Vous pourriez encore la distinguer des autres étoiles, mais elle ne ressemblerait pas au disque flamboyant que vous voyez depuis la Terre. Ce serait un point lumineux. Brillant, oui, mais un point. C'est ça, 30 unités astronomiques. Maintenant, c'est ici que tout change. C'est ici que le schéma sur le mur de la salle de classe commence à s'effondrer complètement. Parce que la ceinture de Kuiper ne commence pas à 30 unités astronomiques pour s'étendre juste un peu plus loin, peut-être jusqu'à 35 ou 40 unités astronomiques, comme les schémas semblent le suggérer. La ceinture de Kuiper classique principale s'étend d'environ 30 unités astronomiques jusqu'à approximativement 50 unités astronomiques du Soleil. C'est une largeur radiale d'environ 20 unités astronomiques. Répétons-le parce que c'est crucial. La région classique principale de la ceinture de Kuiper
couvre environ 20 unités astronomiques de distance radiale. 20 unités astronomiques. C'est 20 fois la distance de la Terre au Soleil. La largeur de la ceinture de Kuiper seule représente à peu près les 2/3 de la distance totale du Soleil à Neptune. Si vous placez le Soleil à une extrémité et Neptune à l'autre sur 30 unités astronomiques, la ceinture de Kuiper classique s'étendrait encore sur 20 unités astronomiques au-delà. La largeur de la ceinture est comparable à la distance du Soleil, jusqu'à bien au-delà d'Uranus. Réfléchissez à ce que cela signifie. Tout ce que vous considérez comme le système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, tout cela tient dans 30 unités astronomiques. La ceinture de Kuiper prolonge ça de 20 unités astronomiques supplémentaires, rien que dans sa région classique. En d'autres termes, la ceinture de Kuiper n'est pas une pensée après coup. Ce n'est pas une note de bas de page au bord du système solaire. C'est une structure dont l'étendue radiale est du même ordre que le système solaire planétaire tout entier. Si la région planétaire est la ville où vous habitez, la ceinture de Kuiper n'est pas une clôture autour du bord. C'est une autre ville, presque aussi large, assise juste au-delà de la vôtre. Et 20 unités astronomiques, c'est juste la ceinture classique. Quand on inclut la région plus large de la ceinture de Kuiper, les objets éparpillés, les populations détachées, les objets en diverses résonances orbitales avec Neptune, l'étendue effective des objets de la ceinture de Kuiper va encore plus loin. Certains objets associés aux bords extérieurs de la population de la ceinture de Kuiper ont des orbites qui les emportent bien au-delà de 100 unités astronomiques. Mais même en restant uniquement sur la ceinture classique de 30 à 50 unités astronomiques, on parle déjà d'une région qui éclipse ce que la plupart des gens imaginent. Convertissons ça en distance réelle pour rendre les choses tangibles. 20 unités astronomiques, c'est environ 3 milliards de kilomètres. Si vous deviez traverser la largeur de la ceinture de Kuiper à la vitesse d'autoroute, 130 km/h, il vous faudrait environ 2600 ans. La chute de l'Empire romain d'Occident a eu lieu il y a environ 1550 ans. Il aurait fallu avoir commencé à conduire plus de 1000 ans avant la chute de Rome, juste pour traverser la largeur de cette seule région du système solaire. La lumière met environ 2 heures et 46 minutes pour traverser 20 unités astronomiques. Essayons une autre comparaison. La distance de la Terre à Mars à son approche la plus proche est d'environ 55 millions de kilomètres. La largeur de la ceinture de Kuiper, 20 unités astronomiques, c'est environ 55 fois cette distance. Pensez à quel point Mars semble loin quand on parle d'y envoyer des astronautes. Le voyage prendrait environ 7 à 9 mois, avec la technologie actuelle de fusée. Les agences spatiales du monde entier, y compris le CNES et l'ESA, considèrent une mission habitée vers Mars comme l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux jamais entrepris par l'humanité. Et la ceinture de Kuiper est 55 fois plus large que cette distance au plus proche. Voici encore une autre façon de ressentir cette échelle. Quand New Horizons, la sonde la plus rapide jamais lancée depuis la Terre à l'époque, a quitté la Terre en janvier 2006 en direction de Pluton, elle voyageait à environ 58 000 km/h par rapport à la Terre. Même à cette vitesse prodigieuse, après avoir reçu une assistance gravitationnelle de Jupiter, qui a encore augmenté sa vitesse, il a fallu à New Horizons 9 ans et demi pour atteindre Pluton. Pluton orbite à environ 39 unités astronomiques, ce qui le place à l'intérieur de la ceinture de Kuiper, pas à son bord extérieur. Pluton se trouve grosso modo dans la région intérieure à moyenne de la ceinture classique. Le bord extérieur de la ceinture classique, à 50 unités astronomiques, est encore 11 unités astronomiques, plus loin que Pluton. Pour couvrir ces 11 unités astronomiques supplémentaires, New Horizons, même à sa vitesse prodigieuse, aurait besoin de plusieurs années de plus. La sonde continue actuellement
de filer vers l'extérieur à travers la ceinture de Kuiper. Et elle ne quittera pas la région de la ceinture classique avant longtemps encore. Même après son survol de Pluton en 2015, elle a continué pour visiter l'objet de la ceinture de Kuiper-Arrokoth en janvier 2019. Et elle vole toujours à travers la ceinture aujourd'hui. C'est ça, la largeur de cette région. Une sonde spatiale voyageant à des dizaines de milliers de kilomètres par heure met des années et des années à la traverser. Maintenant, repensez à ce schéma de salle de classe. Sur ce schéma, la ceinture de Kuiper est montrée comme une bande de peut-être 1 ou 2 cm de large sur le poster. Neptune est peut-être à 20 ou 25 cm du Soleil. La ceinture de Kuiper a l'air d'un ajout mineur, peut-être 5 ou 10% de la largeur visuelle du système solaire tout entier. Mais en réalité, l'étendue classique de la ceinture de Kuiper représente environ les 2/3 de la distance du Soleil à Neptune. Si la distance Soleil-Neptune était représentée par 30 cm sur un schéma, la ceinture de Kuiper devrait s'étendre sur 20 cm supplémentaires au-delà. Le système solaire total jusqu'au bord de la ceinture classique devrait faire environ 50 cm sur le schéma, avec la ceinture de Kuiper représentant presque la moitié. Sur presque tous les schémas que vous avez jamais vus, la ceinture de Kuiper a été comprimée jusqu'à presque rien. Elle a été écrasée et rétrécie pour tenir sur le poster, pour tenir sur la page du manuel, pour tenir sur l'écran de télévision. Et dans le processus, sa véritable échelle vous a été cachée. La raison de cette compression est compréhensible. Les schémas doivent tenir sur une page ou un écran. Si vous dessiniez le système solaire à l'échelle, en montrant à la fois les tailles des planètes et les distances entre elles de manière exacte, le schéma serait complètement impraticable. Les planètes seraient des points minuscules séparés par d'énormes quantités d'espace vide. Les planètes intérieures seraient regroupées si près du Soleil que vous ne pourriez pas les distinguer. Les planètes extérieures seraient dispersées à travers la pièce, et la ceinture de Kuiper s'étendrait jusque dans le couloir. Aucun manuel ne peut imprimer ça. Aucun mur de salle de classe ne peut le contenir. Donc les schémas sont comprimés. Les distances sont réduites. Les écarts entre les planètes sont diminués pour que tout tienne proprement sur une seule page. Ça fonctionne très bien pour apprendre aux enfants l'ordre des planètes, mais ça crée une image mentale profondément inexacte de la structure réelle du système solaire. Ça vous fait penser que les planètes sont relativement proches les unes des autres et que la ceinture de Kuiper est un petit élément au bord. La vérité est exactement l'inverse. Le système solaire est principalement de l'espace vide, et la ceinture de Kuiper est l'une des plus grandes structures en son sein. Voici une expérience de pensée qui pourrait aider. Imaginez que vous vous tenez sur le Soleil, ce qui évidemment est impossible, mais imaginez-le. Vous regardez vers les planètes. La Terre est à une unité astronomique. C'est un minuscule point bleu, à peine visible. Jupiter est à environ 5 unités astronomiques, un petit point lumineux. Neptune est à 30 unités astronomiques, incroyablement faible, presque invisible dans l'obscurité. Maintenant, vous regardez au-delà de Neptune. La ceinture de Kuiper commence. Elle s'étend de 30 unités astronomiques à 50 unités astronomiques. Vous balayez cette région énorme de l'espace et vous réalisez quelque chose de choquant. La largeur de la zone que vous balayez, de l'orbite de Neptune au bord extérieur de la ceinture classique, est plus grande que la distance qui vous sépare d'Uranus, plus grande que la distance qui vous sépare de Saturne. C'est les 2/3 de toute la distance qui vous sépare de Neptune. Et cette région est remplie d'objets, de petits corps glacés dispersés à travers ce volume immense. Mais ils sont tellement éparpillés, tellement éloignés les uns des autres, que depuis votre point d'observation sur le Soleil, vous ne verriez rien. Absolument rien. La ceinture de Kuiper serait invisible pour vous malgré la présence de centaines de milliers d'objets. C'est à la fois si vaste et si vide.
Donnons encore un sens de l'échelle avant de continuer. Si vous réduisiez le système solaire pour que le Soleil ait la taille d'un ballon de basket posé au centre d'une pièce, la Terre serait un minuscule grain de sable à environ 26 mètres. Jupiter serait une bille à environ 137 mètres, soit à peu près la longueur d'un terrain de football et demi. Neptune serait une petite perle à environ 800 mètres. Et la ceinture de Kuiper classique s'étendrait de ce repère de 800 mètres jusqu'à environ 1,3 km du ballon de basket. La ceinture de Kuiper dans ce modèle couvrirait une distance d'environ 500 mètres. Il vous faudrait marcher plusieurs minutes pour la traverser. Et le long du chemin, les objets en son sein seraient si minuscules et si largement espacés que vous n'en trouveriez jamais un sans coordonnées précises. Vous marcheriez simplement à travers de l'espace vide, entouré de rien de visible sur des centaines de mètres. C'est ce que le schéma de salle de classe vous cache. C'est le mensonge du poster plat. La ceinture de Kuiper n'est pas un petit détail au bord du système solaire. C'est une région de l'espace qui rivalise avec l'ensemble du système planétaire en termes d'échelle. Elle est plus large que la distance du Soleil à Uranus, plus large que la distance du Soleil à Saturne, plus large que chaque écart entre chaque paire de planètes du système solaire interne combiné. Et il y a une autre dimension à cette distorsion que la plupart des gens ne considèrent jamais. Quand vous voyez le schéma du système solaire, il est plat. C'est une image bidimensionnelle montrant les planètes en ligne ou en cercle concentrique. Ça fait ressembler la ceinture de Kuiper à un anneau, une bande plate encerclant le Soleil dans le même plan que les planètes. Mais la ceinture de Kuiper n'est pas parfaitement plate. Beaucoup de ces objets ont des orbites inclinées par rapport au plan des planètes, parfois de manière significative. La ceinture a une épaisseur verticale. Elle gonfle au-dessus et en dessous du plan de l'écliptique, lui donnant une structure tridimensionnelle, plus proche d'un gros beignet que d'un disque fin. Le vrai ceinture de Kuiper occupe un volume d'espace, pas juste une surface. Et ce volume est absolument colossal. Le volume total d'espace à l'intérieur des limites classiques de la ceinture de Kuiper, de 30 à 50 unités astronomiques, en tenant compte de son étendue verticale, se mesure en centaines de milliers de milliards d'unités astronomiques cubes. C'est un nombre si grand qu'il n'a aucune signification intuitive. Mais voici une comparaison qui pourrait aider. Le volume d'espace à l'intérieur de l'orbite de Neptune, l'espace qui contient le Soleil et toutes les planètes, est d'environ 113 000 unités astronomiques cubes si on le modélise comme une sphère. Le volume de la coquille de la ceinture de Kuiper classique, s'étendant de 30 à 50 unités astronomiques, est plusieurs fois plus grand que ça. La ceinture de Kuiper occupe plus de volume que l'ensemble du système solaire planétaire. Plus de volume. Pas légèrement plus. Significativement plus. La région de l'espace contenant toutes les planètes que vous avez jamais entendu nommer, chaque monde que l'humanité a étudié et vers lequel elle a envoyé des sondes, cette zone entière est plus petite en volume que la ceinture de Kuiper qui l'entoure. C'est le changement fondamental de perspective qu'il nous faut opérer avant de pouvoir parler de ce qui se trouve réellement dans la ceinture de Kuiper. Il faut arrêter de la concevoir comme un petit anneau après Neptune et commencer à la concevoir comme ce qu'elle est vraiment. Une immense région tentaculaire du système solaire qui fait paraître la zone planétaire compacte et étriquée en comparaison. Les planètes sont regroupées relativement près du Soleil, blotties dans les 30 premières unités astronomiques d'une structure bien plus vaste. La ceinture de Kuiper étend le système solaire bien au-delà, doublant presque le rayon effectif du domaine du Soleil en termes de population significative d'objets en orbite. Maintenant que vous comprenez à quel point la ceinture de Kuiper est vaste en termes de simple distance et de volume, vous êtes peut-être en train d'imaginer quelque chose de spectaculaire là-bas. Peut-être que vous visualisez un champ dense de blocs glacés, dérivant dans l'obscurité, tassés ensemble comme des galets dans le lit d'une rivière. Peut-être que vous pensez à quelque chose comme
la ceinture d'astéroïdes dans les films, où les vaisseaux spatiaux doivent esquiver et zigzaguer entre des morceaux de débris qui remplissent l'écran d'un bord à l'autre. Si c'est ce que vous imaginez, il faut laisser cette image disparaître complètement, parce que la réalité de la ceinture de Kuiper est presque l'opposé de cette image. La ceinture de Kuiper est de façon écrasante, vertigineuse, presque incompréhensiblement vide. Les astronomes estiment que la ceinture de Kuiper contient quelque chose comme 100 000 objets de plus de 100 km de diamètre. 100 km, c'est à peu près la distance de Paris à Orléans. On parle donc d'objets de la taille de petites régions, 100 000 d'entre eux dispersés à travers la ceinture. En plus de ça, il y a probablement des millions d'objets dans la gamme de 1 à 100 km et possiblement des milliers de milliards de corps plus petits. Des fragments glacés de quelques mètres, voire quelques centimètres de large. Des vestiges de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Ces chiffres semblent impressionnants. 100 000 gros objets, des millions de moyens, des milliers de milliards de petits. On dirait que la ceinture de Kuiper devrait être bondée. On dirait qu'il devrait y avoir des objets partout où l'on regarde. Mais rappelez-vous ce que nous avons établi à propos du volume de cette région. La ceinture de Kuiper s'étend de 30 à 50 unités astronomiques du Soleil. Elle a une épaisseur verticale de plusieurs unités astronomiques au-dessus et en dessous du plan des planètes. Le volume total d'espace qu'elle occupe se mesure en centaines de milliers de milliards d'unités astronomiques cubes. Et une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Une unité astronomique cube est un cube de 150 millions de kilomètres de côté. Le volume dont on parle est si vaste que même des milliers de milliards d'objets dispersés dedans seraient séparés par des distances énormes. Mettons des chiffres là-dessus pour que ça devienne réel. Si vous prenez le nombre estimé d'objets significatifs de la ceinture de Kuiper, ceux de plus de quelques kilomètres de diamètre, et que vous les répartissez uniformément à travers le volume de la ceinture classique, la distance moyenne entre objets voisins s'élève à grosso modo des dizaines de millions de kilomètres. Pas des milliers de kilomètres, pas des centaines de milliers de kilomètres, des dizaines de millions de kilomètres. L'objet de la ceinture de Kuiper le plus proche de n'importe quel autre objet est en moyenne plus éloigné que la distance de la Terre à Mars, à son approche la plus proche. Pensez à ce que cela signifie pour une sonde spatiale traversant la ceinture. Quand New Horizons est passée à travers la ceinture de Kuiper, elle n'a eu besoin d'esquiver quoi que ce soit. Il n'y avait rien à esquiver. La sonde a traversé des milliards de kilomètres d'espace essentiellement vide, ne rencontrant rien à moins d'être spécifiquement pointée vers une cible. Trouver Arrokoth, le petit objet de la ceinture de Kuiper que New Horizons a visité en 2019, a nécessité des années de recherche avec le télescope spatial Hubble, juste pour identifier une cible convenable qui se trouvait assez proche de la trajectoire de New Horizons. Même alors, la sonde a dû effectuer des corrections de trajectoire précises pour atteindre sa cible. Si New Horizons avait simplement volé droit devant sans viser quoi que ce soit en particulier, elle aurait pu traverser l'intégralité de la ceinture de Kuiper classique sans jamais s'approcher d'un seul objet assez grand pour être vu. C'est fondamentalement différent de ce que la plupart des gens imaginent quand ils entendent le mot « ceinture ». La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter souffre du même problème de perception publique. Les films montrent la ceinture d'astéroïdes comme un champ dense de roches tournoyantes qu'il faut naviguer avec soin. En réalité, la ceinture d'astéroïdes est aussi essentiellement de l'espace vide. Des sondes l'ont traversée de nombreuses fois sans incident et sans avoir besoin d'éviter quoi que ce soit. Mais la ceinture de Kuiper fait paraître même la ceinture d'astéroïdes surpeuplée en comparaison. La ceinture de Kuiper est bien plus large que la ceinture d'astéroïdes, bien plus épaisse en étendue verticale. Et bien que sa masse totale soit supérieure, cette masse est répartie sur un volume vastement plus grand. Si la ceinture d'astéroïdes
est une pièce essentiellement vide avec quelques billes dispersées au sol, la ceinture de Kuiper est un entrepôt de la taille d'une ville avec ces mêmes billes réparties dedans. Vous pourriez marcher dans cet entrepôt pendant des années sans jamais en trouver une seule. Donc, quand je dis que la ceinture de Kuiper est énorme, il faut garder deux idées en tête simultanément. Elle est énorme en étendue, couvrant des milliards de kilomètres, et elle est énorme en vacuité. Les deux vont ensemble. La ceinture est grande parce qu'elle contient beaucoup d'espace, mais la majeure partie de cet espace ne contient absolument rien. Les objets en son sein sont des îles dans un océan si large que les îles pourraient tout aussi bien ne pas exister depuis la plupart des points d'observation. Et pourtant, ces îles sont fascinantes, parce que malgré le vide, les objets qui existent dans la ceinture de Kuiper sont parmi les corps scientifiquement les plus précieux de tout le système solaire. Ce sont des capsules temporelles gelées, des vestiges des tout premiers jours de la formation du système solaire, préservés dans le grand froid du système solaire externe depuis 4,5 milliards d'années. Pendant que le système solaire interne a été géologiquement actif, avec du volcanisme, de la tectonique des plaques, de l'érosion atmosphérique et d'innombrables impacts remodelant les surfaces des planètes et des lunes, le système solaire externe est resté relativement silencieux. Les objets de la ceinture de Kuiper sont restés dans l'obscurité glaciale, essentiellement intouchés depuis leur formation. Ils comptent parmi les matériaux les plus pristins que nous puissions étudier. Regarder un objet de la ceinture de Kuiper, c'est comme regarder un fossile datant de la naissance du système solaire. Mais avant de parler de ce à quoi ces objets ressemblent de près, il vaut la peine de faire une pause pour apprécier à quel point il est difficile de les trouver en premier lieu. Parce que le vide et l'éloignement de la ceinture de Kuiper ne la rendent pas seulement clairsemée, ils la rendent presque invisible depuis la Terre. Détecter des objets de la ceinture de Kuiper est l'un des défis les plus minutieux de l'astronomie observationnelle. Pensez à ce à quoi nous avons affaire. Ces objets sont à des milliards de kilomètres du Soleil. Ils reçoivent presque pas de lumière solaire. À 40 unités astronomiques, l'intensité de la lumière du Soleil est 1600 fois plus faible que sur Terre. La faible lumière qui atteint un objet de la ceinture de Kuiper, seule une infime fraction rebondit vers nous. Ce ne sont pas des corps brillants et réfléchissants. Beaucoup d'entre eux sont couverts de composés organiques rougeâtres sombres, qui absorbent la majeure partie de la lumière qui les frappe. Le résultat est que même un grand objet de la ceinture de Kuiper, quelque chose de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, apparaît depuis la Terre comme un point de lumière incroyablement faible. Bien trop faible pour être vu à l'œil nu, trop faible même pour la plupart des télescopes amateurs. Seuls les plus grands télescopes professionnels au monde, équipés de caméras ultrasensibles et opérés dans des conditions idéales, peuvent les détecter. Et les détecter n'est que le premier problème. Le second est de les distinguer de tout le reste dans le ciel. La seule façon de les identifier est par leur mouvement. Les étoiles sont si loin qu'elles apparaissent fixes en place sur des échelles de temps humaines. Un objet de la ceinture de Kuiper, en revanche, est assez proche pour se déplacer très légèrement par rapport au fond stellaire au cours des heures ou des jours, alors qu'il orbite autour du Soleil. Mais ce mouvement est incroyablement lent. Les astronomes doivent prendre de multiples images du même morceau de ciel, séparées par des heures ou des nuits, puis les comparer pixel par pixel, cherchant n'importe quoi qui aurait bougé ne serait-ce que légèrement. C'est ainsi que le premier objet de la ceinture de Kuiper, au-delà de Pluton, a été découvert. En 1992, les astronomes David Jewitt et Jane Lu cherchaient depuis des années, photographiant avec une patience infinie des portions de ciel proches du plan de l'écliptique et comparant des images prises différentes nuits à la recherche de faibles points de lumière qui bougeaient. Nuit après nuit, année après année, ils ne trouvaient rien. La recherche exigeait une patience et un dévouement énormes,
parce que les chances de pointer son télescope exactement au bon endroit pour attraper l'un de ces objets faibles, épars et se déplaçant lentement étaient incroyablement basses. Quand ils ont finalement détecté 1992 QB1, c'était une minuscule tache qui avait bougé très légèrement entre les expositions. Ça ne ressemblait pas à grand-chose, mais c'était le premier membre confirmé d'une vaste population qui allait remodeler notre compréhension du système solaire. Aujourd'hui encore, avec des télescopes bien plus puissants, des caméras numériques sophistiquées et des logiciels de détection automatisés capables de scanner des millions de pixels à la recherche d'objets en mouvement, découvrir de nouveaux objets de la ceinture de Kuiper reste difficile. Nous en avons catalogué quelques milliers jusqu'ici, mais les astronomes estiment que cela ne représente qu'une petite fraction de la population totale. La vaste majorité reste non découverte, trop faible, trop lointaine, ou dans des parties du ciel que nous n'avons pas encore sondées assez profondément. Des équipes du monde entier continuent de mener des relevés systématiques pour traquer ces fantômes glacés. Le relevé OSOS, l'Outer Solar System Origins Survey, mené avec le télescope Canada-France-Hawaï sur le Mauna Kea, auquel la communauté astronomique française contribue activement, a été particulièrement fructueux, découvrant des centaines de nouveaux objets et fournissant les données les plus précises jamais obtenues sur la distribution orbitale de la population au-delà de Neptune. Chaque année, de nouveaux objets sont ajoutés au catalogue. Mais la ceinture est si énorme et son contenu si faible qu'un recensement complet pourrait ne jamais être possible avec la technologie actuelle. De quoi ces objets sont-ils faits alors? Principalement de glace, mais pas seulement de glace d'eau. Les objets de la ceinture de Kuiper contiennent un mélange complexe de composés volatiles gelés. La glace d'eau est la plus commune, formant l'ossature structurelle de la plupart des objets. Mais superposée et mélangée à cette glace d'eau, on trouve du méthane gelé, de l'azote gelé, du monoxyde de carbone gelé, du dioxyde de carbone gelé, de l'ammoniac gelé et divers composés organiques, des molécules complexes à base de carbone qui se sont formées dans les confins froids de la nébuleuse solaire primordiale. La composition exacte varie d'un objet à l'autre, selon l'endroit où il s'est formé, comment il a été chauffé ou transformé au fil du temps et quelle collision il a subi. Mais en général, les objets de la ceinture de Kuiper sont des boules de neige sales. Ce sont des mélanges de glace, de roches et de matières organiques, gelées solides à des températures autour de moins 220 degrés Celsius. À ces températures, même des substances qui sont des gaz sur Terre, comme le méthane et l'azote, gèlent aussi dur que la roche. Cette composition riche en glace s'explique par l'endroit où ces objets se sont formés. Il y a 4,5 milliards d'années, le Soleil était entouré d'un vaste disque rotatif de gaz et de poussière. Près du Soleil, où les températures étaient élevées, seuls les matériaux rocheux et les métaux pouvaient survivre sous forme solide. C'est pourquoi les planètes intérieures, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, sont rocheuses. Plus loin, où les températures descendent en dessous de certains seuils appelés lignes de gel, diverses glaces pouvaient survivre. Au-delà de la ligne de gel de l'eau pouvait exister sous forme de glace solide. Au-delà de la ligne de gel du méthane, le méthane pouvait geler. Au-delà de la ligne de gel de l'azote pouvait geler. La ceinture de Kuiper se trouve bien au-delà de toutes ces lignes de gel. C'est une région où essentiellement chaque composé volatile qui existait dans la nébuleuse solaire pouvait geler sous forme solide. C'est pourquoi les objets de la ceinture de Kuiper sont si riches en glace. Ils se sont formés dans une région où tout ce qui pouvait geler a effectivement gelé. Eau, méthane, azote, ammoniac, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone. Tout cela s'est condensé hors du gaz de la nébuleuse et s'est accumulé sur de minuscules grains qui se sont progressivement agglomérés par des collisions douces, construisant des corps de plus en plus grands au fil de millions d'années.
Ce processus, appelé accrétion, est la façon dont tous les planètes et petits corps du système solaire se sont formés. Mais dans la ceinture de Kuiper, le processus était plus lent et moins efficace que plus près du Soleil. La matière était plus dispersée, les collisions moins fréquentes et l'attraction gravitationnelle plus faible parce que les morceaux individuels étaient petits et éloignés les uns des autres. En conséquence, la ceinture de Kuiper n'a jamais formé de grandes planètes. Elle a produit une vaste population de petits à moyens corps glacés, dont les plus grands sont les planètes naines, mais dont la plupart sont bien plus petits. L'objet le plus célèbre de la ceinture de Kuiper est de loin Pluton. Pendant 76 ans, de sa découverte en 1930 à sa reclassification en 2006, Pluton était considéré comme la 9e planète de notre système solaire. Quand l'Union astronomique internationale l'a reclassifié en planète naine, c'était controversé. Beaucoup de gens étaient attachés à Pluton en tant que planète. Mais la reclassification a eu lieu parce que les astronomes avaient découvert d'autres objets dans la ceinture de Kuiper de taille comparable à Pluton. Et il est devenu clair que Pluton n'était pas un objet unique orbitant seul au bord du système solaire. C'était le plus grand membre connu d'une vaste population de corps glacés similaires. Pluton orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 39,5 unités astronomiques. Son orbite est notablement elliptique, allant d'environ 29,7 unités astronomiques au plus proche du Soleil à environ 49,3 unités astronomiques au plus loin. Cela signifie que Pluton plonge en réalité à l'intérieur de l'orbite de Neptune pendant une partie de sa période orbitale de 248 années terrestres. Malgré ce chevauchement orbital, Pluton et Neptune ne risquent jamais de se heurter parce que l'orbite de Pluton est inclinée d'environ 17 degrés par rapport au plan des planètes, et Pluton est verrouillé dans une résonance orbitale précise avec Neptune qui les maintient séparés. En juillet 2015, la sonde New Horizons de la NASA est passée devant Pluton après son voyage de 9 ans et demi depuis la Terre. Ce qu'elle a trouvé a stupéfié la communauté scientifique. Pluton n'était pas la boule de glace morte et sans relief que beaucoup avaient attendu. C'était un monde complexe, géologiquement actif, avec une variété stupéfiante de terrains. Le trait le plus emblématique était une vaste région en forme de cœur, appelée Tombeau Regio. Son lobe gauche, un immense bassin appelé Sputnik Planitia, est une plaine de glace d'azote couvrant une surface plus grande que la France métropolitaine. Cette plaine apparaissait remarquablement lisse, presque totalement dépourvue de cratères d'impact, ce qui disait aux scientifiques quelque chose d'extraordinaire. La surface devait être jeune. Sur un monde de 4,5 milliards d'années, une surface sans cratère signifie que quelque chose efface les cratères. Quelque chose renouvelle le terrain. Sputnik Planitia montrait des signes de convection. Un processus où la glace d'azote brasse lentement, la glace chaude remontant d'en dessous et la glace froide redescendant, recyclant progressivement la surface et effaçant les cratères au fil du temps. C'était de la géologie active sur un monde à des milliards de kilomètres du Soleil, à des températures assez froides pour geler l'azote solide. Les chercheurs du laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes, impliqués dans l'analyse des données de New Horizons, ont contribué à comprendre ces processus de convection qui n'avaient jamais été observés sur un corps aussi distant. New Horizons a aussi révélé des montagnes imposantes sur Pluton. Des montagnes faites de glace d'eau s'élevant jusqu'à 3500 mètres d'altitude, comparable au sommet des Alpes. Aux températures de la surface de Pluton, la glace d'eau se comporte comme de la roche. Elle est assez dure pour former des chaînes de montagnes qui persistent pendant des âges géologiques. Pendant ce temps, les glaces d'azote et de méthane qui couvrent une grande partie de la surface sont plus molles et s'écoulent plus facilement, créant des glaciers et des plaines.
Pluton possède aussi une mince atmosphère, principalement d'azote, avec des traces de méthane et de monoxyde de carbone. Cette atmosphère se dilate quand Pluton est plus proche du Soleil et se contracte quand il s'en éloigne. New Horizons a capturé des images de couches de brume dans l'atmosphère de Pluton, illuminées par le Soleil alors que la sonde regardait en arrière après son survol. Ces couches de brume s'étendent sur des centaines de kilomètres au-dessus de la surface et sont créées par les rayons ultraviolets du Soleil qui brisent les molécules de méthane dans la haute atmosphère, qui se recombinent ensuite en hydrocarbures plus complexes et retombent sous forme d'une brume organique rougeâtre. Cette brume donne à Pluton sa couleur brun-rougeâtre distinctive dans de nombreuses zones. Pluton possède 5 lunes connues. La plus grande, Charon, est si grosse par rapport à Pluton que les deux sont parfois appelés un système binaire. Charon a un diamètre d'environ 1212 km, grosso modo la moitié du diamètre de Pluton d'environ 2370 km. Les deux orbitent autour d'un point dans l'espace entre eux, un centre de masse commun qui se situe en dehors de la surface de Pluton. La surface de Charon a montré ses propres surprises, notamment un système massif de canyons s'étendant sur une grande partie de la Lune et une calotte polaire rougeâtre que les scientifiques pensent être créée par du méthane s'échappant de l'atmosphère de Pluton, dérivant vers Charon, gelant sur les pôles froids, puis étant chimiquement transformé par le rayonnement ultraviolet en composé organique rougeâtre appelé tholins. Pluton n'est pas la seule planète naine dans la ceinture de Kuiper. Eris, découverte en 2005 par l'astronome Mike Brown et son équipe, a été la découverte qui a finalement déclenché la reclassification de Pluton. Eris orbite bien plus loin que Pluton, à une distance moyenne d'environ 68 unités astronomiques du Soleil, bien que son orbite fortement elliptique l'amène aussi près que 38 unités astronomiques et l'emporte aussi loin que 97 unités astronomiques. Eris est légèrement plus petite que Pluton en diamètre, environ 2326 km, mais elle est en réalité plus massive. Eris contient environ 27% de masse de plus que Pluton, concentrée dans un volume légèrement plus petit, ce qui la rend plus dense. Cette densité supérieure suggère qu'Eris contient une plus grande proportion de roches par rapport à la glace, comparée à Pluton. La surface d'Eris est couverte d'azote et de méthane gelé. Mais parce qu'elle passe la majeure partie de son orbite si loin du Soleil, son atmosphère, si elle en possède une, est presque certainement complètement gelée sur la surface. Makemake, découverte en 2005, orbite à environ 45,8 unités astronomiques du Soleil. Elle a un diamètre d'environ 1430 km, ce qui la rend environ 2/3 de la taille de Pluton. La surface de Makemake est couverte de méthane, d'éthane et possiblement d'azote gelé. Elle semble avoir une couleur rougeâtre dans certaines zones, probablement due aux mêmes composés organiques de type tholline qu'on trouve sur Pluton. Haumea est peut-être la plus étrange des planètes naines de la ceinture de Kuiper. Elle orbite à environ 43,1 unités astronomiques et a une forme dramatiquement allongée. Haumea n'est pas une sphère. Elle ressemble davantage à un œuf ou à un ellipsoïde allongé, s'étirant sur environ 2320 km le long de son axe le plus long, mais seulement environ 1130 km le long du plus court. Cette forme inhabituelle est causée par sa rotation extrêmement rapide. Haumea tourne sur elle-même en seulement 3,9 heures, ce qui en fait l'un des grands objets tournant le plus vite dans tout le système solaire. Cette rotation rapide projette la matière vers l'extérieur, étirant le corps le long de son équateur. Haumea possède aussi 2 petites lunes nommées Iyaka et Namaka, et elle a un anneau. Haumea est l'un des rares objets du système solaire connu pour posséder un système d'anneaux, et c'est la seule planète naine connue à en avoir un.
L'anneau a été découvert en 2017 lors d'une occultation stellaire quand Oméa est passé devant une étoile lointaine et que les astronomes ont soigneusement mesuré comment la lumière de l'étoile diminuait. La mission New Horizons nous a donné notre regard le plus intime sur l'un de ces petits objets quand elle est passée devant Arrokoth le 1er janvier 2019. Arrokoth est un petit objet de la ceinture de Kuiper d'environ 35 km de long, orbitant à environ 44,6 unités astronomiques du Soleil. Sa forme était immédiatement frappante. Arrokoth est un binaire de contact. 2 lobes à peu près sphériques joints ensemble comme un bonhomme de neige. Le plus grand lobe fait environ 22 km de diamètre et le plus petit environ 14 km. Ils sont connectés par un col étroit où les 2 corps ont doucement fusionné. Cette forme a dit aux scientifiques quelque chose de remarquable sur la façon dont les objets se sont formés dans le système solaire externe. La fusion douce des 2 lobes d'Arrokoth suggère que la collision qui les a joints était très lente, probablement quelques kilomètres par heure seulement. C'est cohérent avec le processus de formation où de petits objets dans la nébuleuse solaire spiralent lentement l'un vers l'autre, attirés par leur gravité mutuelle et par des interactions avec le gaz environnant, et fusionnent doucement plutôt que de se fracasser violemment. La surface d'Arrokoth est uniformément rougeâtre, colorée par les tholins organiques. Sa surface est ancienne, couverte de petits cratères accumulés sur des milliards d'années, mais sans aucun signe d'activité géologique. C'est une relique pristine de la naissance du système solaire. Une capsule temporelle de 4,5 milliards d'années préservée dans le grand froid de la ceinture de Kuiper. Le contraste entre Pluton et Arrokoth illustre quelque chose d'important sur la population de la ceinture de Kuiper. La ceinture contient une gamme énorme d'objets, des mondes assez grands pour avoir une géologie complexe, des atmosphères et des lunes, jusqu'à des fragments gelés minuscules qui n'ont pratiquement pas changé depuis la naissance du système solaire. La ceinture de Kuiper est donc énorme et elle est écrasément vide. Mais savoir ces 2 choses ne vous prépare toujours pas à ce qui vient ensuite, parce que la ceinture de Kuiper n'est pas un simple anneau uniforme de débris non plus. C'est une structure complexe, sculptée, tridimensionnelle, avec des populations distinctes, des lacunes, des concentrations et des familles orbitales. Le tout taillé par l'influence gravitationnelle d'une seule planète, Neptune. La ceinture de Kuiper réelle ne ressemble en rien à un disque plat de matériaux entourant le Soleil. Elle est désordonnée, elle est structurée, elle a des zones où les objets se regroupent et des zones presque vides. Certains objets orbitent en cercle net proche du plan des planètes. D'autres suivent des trajectoires follement allongées et inclinées qui les emportent loin au-dessus et en dessous du plan planétaire et loin vers l'intérieur et l'extérieur du Soleil. Et virtuellement, toute cette structure, chaque lacune, chaque concentration, chaque inclinaison orbitale, peut être retracée jusqu'aux empreintes gravitationnelles de Neptune. Pour comprendre comment Neptune a façonné la ceinture de Kuiper, il faut d'abord comprendre les différentes populations d'objets qui y vivent. Les astronomes ont identifié plusieurs groupes distincts basés sur leurs propriétés orbitales, et chaque groupe raconte une histoire différente. Le premier groupe, et le plus simple, est celui des objets classiques de la ceinture de Kuiper, parfois appelés Kubewanos. Le nom Kubewano vient du premier objet découvert dans ce groupe, 1992 QB1, qui était aussi le premier objet de la ceinture de Kuiper jamais trouvé après Pluton. Les objets classiques orbitent autour du Soleil à des distances grosso modo entre 42 et 48 unités astronomiques. Leurs orbites sont relativement circulaires et beaucoup d'entre eux ont des orbites proches du plan de l'écliptique. Ce sont les membres les moins perturbés de la ceinture de Kuiper. Ils occupent des orbites qu'on pense être proches de leur lieu de formation originel, il y a 4,5 milliards d'années. Même au sein de la ceinture classique, il y a une structure.
Les astronomes ont remarqué qu'elle possède en fait deux sous-populations. Il y a une population classique froide et une population classique chaude. Ces noms n'ont rien à voir avec la température. Dans la ceinture de Kuiper, tout est gelé solide, peu importe la population. Les termes froid et chaud se réfèrent aux orbites. En mécanique orbitale, une population froide a des objets sur des orbites presque circulaires à faible inclinaison, ce qui signifie qu'ils restent proches du plan de l'écliptique. Une population chaude a des objets sur des orbites plus elliptiques et plus inclinées. Les objets classiques froids sont la population la plus pristine et la moins perturbée de la ceinture de Kuiper. Ils ont des inclinaisons orbitales très basses, typiquement inférieures à environ 5 degrés. Leurs orbites sont presque circulaires. Ils tendent à être plus rouges en couleur que les autres objets, suggérant que leurs surfaces ont été fortement traitées par le rayonnement cosmique pendant des milliards d'années sans être perturbées ou renouvelées. Beaucoup d'entre eux sont des binaires, deux objets en orbite, l'un autour de l'autre, tandis qu'ils orbitent conjointement autour du Soleil. Le taux élevé de binaires dans la population classique froide suggère que ces objets se sont formés doucement, dans des environnements à faible vitesse où des paires d'objets pouvaient se capturer gravitationnellement sans être déchirés. La deuxième population majeure est celle des objets résonants. Ce sont des objets dont les orbites sont verrouillées dans des relations mathématiques précises avec l'orbite de Neptune. Le groupe résonant le plus célèbre est celui des Plutinos, nommé d'après Pluton parce que Pluton en est le plus grand et le plus connu des membres. Les Plutinos sont verrouillés dans ce qu'on appelle une résonance de moyen mouvement 3:2 avec Neptune. Cela signifie que pour chaque 3 orbites que Neptune complète autour du Soleil, un Plutino en complète exactement 2. Pluton, par exemple, met environ 248 années terrestres pour orbiter autour du Soleil. Neptune met environ 165 ans. Le ratio de leur période orbitale est très proche de 3:2. Cette résonance n'est pas une coïncidence. C'est un verrou gravitationnel. La gravité de Neptune a capturé ces objets dans cette relation orbitale précise, et la résonance les protège. L'orbite de Pluton croise en fait l'orbite de Neptune. À son approche la plus proche du Soleil, Pluton est à environ 29,7 unités astronomiques, ce qui est plus proche que la distance moyenne de Neptune d'environ 30 unités astronomiques. On pourrait penser que ça mènerait éventuellement à une collision, mais la résonance 3:2 l'empêche. Chaque fois que Pluton est au plus près du Soleil et traverse le chemin orbital de Neptune, Neptune est toujours du côté opposé de son orbite, très loin. Les deux ne s'approchent jamais l'un de l'autre. La résonance agit comme un feu de signalisation cosmique, garantissant que Pluton et Neptune sont toujours dans des voies différentes quand leurs chemins se croisent. Les Plutinos ne sont pas le seul groupe résonant. Il y a des objets en résonance 2:1, 5:3, 7:4, 5:2 et de nombreux autres rapports. Chaque résonance correspond à une distance spécifique du Soleil. Et à chacune de ces distances, il y a un amas d'objets verrouillés dans ce rythme orbital particulier. Si vous pouviez cartographier la ceinture de Kuiper et tracer où les objets se concentrent, vous verriez ces populations résonantes se détacher comme des pics sur un graphique. L'existence de ces populations résonantes est l'un des traits les plus frappants de la structure de la ceinture de Kuiper. Elles nous disent que l'influence gravitationnelle de Neptune s'étend bien au-delà de la planète elle-même, atteignant à travers des milliards de kilomètres pour organiser les orbites d'objets qui sont incroyablement éloignés. La troisième population majeure est celle des objets du disque diffus. Ce sont des corps qui ont été projetés sur des orbites extrêmes par des rencontres gravitationnelles rapprochées avec Neptune. Contrairement aux objets de la ceinture classique qui siègent sur des orbites relativement calmes, les objets du disque diffus ont des orbites hautement elliptiques et souvent fortement inclinées. Leur approche la plus proche du Soleil peut
peut-être autour de 30 à 35 unités astronomiques, similaires à l'orbite de Neptune, mais leur point le plus éloigné peut s'étendre à 100, 200, voire plusieurs centaines de unités astronomiques du Soleil. Ces objets passent la plupart de leur temps loin du Soleil, dans les confins froids, plongeant brièvement vers l'intérieur à travers la région de la ceinture de Kuiper, avant de repartir dans l'obscurité lointaine. Eris est souvent classé comme un objet du disque diffus à cause de son orbite extrême. Maintenant, voici où l'histoire devient vraiment passionnante. Parce que la question n'est pas seulement comment Neptune influence la ceinture de Kuiper aujourd'hui. La question est comment Neptune est arrivé là où il est. Et la réponse à cette question transforme toute notre compréhension de la structure de la ceinture de Kuiper. Pendant des décennies, les scientifiques supposaient que le système solaire avait toujours ressemblé grosso modo à ce qu'il est aujourd'hui. Les planètes se sont formées là où elles sont, la ceinture de Kuiper s'est formée au-delà de Neptune, et tout est resté à peu près dans la même configuration depuis 4,5 milliards d'années. Mais à la fin des années 1990 et au début des années 2000, cette image a volé en éclats grâce à une série de découvertes théoriques qui ont fondamentalement changé notre compréhension de l'histoire du système solaire. La percée est venue de simulations informatiques. Quand les scientifiques ont essayé de modéliser la formation de la ceinture de Kuiper, en supposant que Neptune avait toujours été à 30 unités astronomiques, les modèles ne fonctionnaient pas. Ils ne pouvaient pas reproduire la structure de la ceinture que nous observons réellement. L'idée clé est venue quand les scientifiques ont autorisé les planètes à se déplacer. Et si les planètes géantes ne s'étaient pas formées là où elles sont aujourd'hui? Et si elles s'étaient formées dans une configuration plus compacte, plus proches les unes des autres et plus proches du Soleil, puis avaient migré vers leurs positions actuelles au fil du temps? Quand les scientifiques ont lancé des simulations avec une migration planétaire, tout s'est mis en place. Le modèle le plus influent de ce processus s'appelle le modèle de Nice, du nom de la ville de Nice, dans le sud de la France, où il a été développé à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Des chercheurs français, notamment Alessandro Morbidelli et ses collègues, ont joué un rôle central dans l'élaboration de ce modèle qui a révolutionné notre compréhension de l'histoire du système solaire. Le modèle de Nice propose que les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, se sont originellement formées dans un arrangement bien plus compact, toutes dans les 15 à 20 unités astronomiques du Soleil. Au-delà d'elles, se trouvait un disque massif de planétésimaux glacés, petits corps restants de la formation planétaire, s'étendant vers l'extérieur sur de nombreuses unités astronomiques. Ce disque contenait bien plus de masse que la ceinture de Kuiper actuelle, peut-être 35 à 50 fois la masse de la Terre. Au fil du temps, les interactions gravitationnelles entre les planètes et ce disque ont fait migrer les planètes. Jupiter, étant la plus massive, a bougé légèrement vers l'intérieur. Saturne, Uranus et Neptune se sont déplacés vers l'extérieur. Neptune, partant de peut-être 20 unités astronomiques, ou même plus près, a migré vers sa position actuelle à 30 unités astronomiques. En se déplaçant, la gravité de Neptune a labouré le disque de corps glacés comme un chasse-neige poussant la neige. Certains objets ont été capturés dans des résonances et poussés vers l'extérieur avec Neptune, surfant sur les vagues de son influence gravitationnelle. D'autres ont été dispersés sur des orbites folles. D'autres encore ont été éjectés du système solaire entièrement. Le processus était lent selon les standards humains, prenant des dizaines de millions d'années, mais violent selon les standards du système solaire. Cette migration explique parfaitement les populations résonantes. Quand Neptune s'est déplacé vers l'extérieur, ses zones de résonance ont bougé avec lui. Les objets qui se trouvaient à la bonne distance se sont fait attraper dans une résonance et emportés. La résonance 3/2, celle dans laquelle Pluton est verrouillé, a balayé le disque pendant la migration de Neptune. Pluton et les autres plutinos
ont été capturés dans cette résonance pendant la migration et y sont restés verrouillés depuis. Ils ne se sont pas formés à 39 unités astronomiques. Ils y ont été placés par la marche de Neptune vers l'extérieur. La migration explique aussi les populations classiques chaudes et froides. Les objets classiques froids, avec leurs orbites calmes, circulaires et à faible inclinaison, sont pensés s'être formés sur place dans la région entre environ 42 et 47 unités astronomiques. Ils étaient déjà là, et la migration de Neptune ne les a pas trop perturbés parce que Neptune a cessé de migrer avant d'atteindre leur zone. Ce sont les survivants. Les objets classiques chauds, en revanche, étaient probablement à l'origine plus proches du Soleil et ont été dispersés ou poussés vers l'extérieur par la migration de Neptune. Leurs inclinaisons plus élevées et leurs orbites plus elliptiques sont les cicatrices de cette agitation gravitationnelle. La migration de Neptune explique aussi un puzzle sur la masse totale de la ceinture de Kuiper. La ceinture actuelle est étonnamment pauvre en masse. Sa masse totale estimée n'est que d'environ 1/10 de la masse de la Terre. Pour mettre ça en perspective, si vous pouviez rassembler tous les objets de la ceinture de Kuiper et les compacter en une seule sphère, vous obtiendriez un corps bien plus petit que notre Lune. Toute cette immensité, toute cette étendue à travers des milliards de kilomètres, pour une quantité de matière qui tiendrait dans un corps relativement modeste. C'est remarquablement peu, mais les modèles de formation planétaire prédisent que la région au-delà de Neptune aurait dû contenir beaucoup plus de matière. Où est passée toute cette masse? Neptune l'a emportée. Pendant sa migration vers l'extérieur, la gravité de Neptune a éjecté la vaste majorité des corps glacés du disque externe. La plupart ont été projetés sur des orbites qui les ont emmenés hors du système solaire entièrement, perdus dans l'espace interstellaire. Au moment où Neptune a atteint sa position actuelle et que la migration était complète, plus de 99% de la masse originelle du disque avait été enlevée. La ceinture de Kuiper que nous voyons aujourd'hui est le maigre vestige, le 1% ou moins, qui a survécu aux ravages gravitationnels de Neptune. La ceinture de Kuiper est une ruine magnifique et informative qui nous raconte l'histoire de la jeunesse violente du système solaire, mais une ruine néanmoins. Parlons maintenant de la forme tridimensionnelle de la ceinture. Les planètes orbitent autour du Soleil à peu près dans le même plan, appelé l'écliptique. Mais la ceinture de Kuiper n'est pas confinée à l'écliptique. Beaucoup de ces objets, surtout ceux de la population classique chaude et du disque diffus, ont des orbites significativement inclinées par rapport au plan de l'écliptique. Certains objets ont des inclinaisons orbitales de 10, 20, voire 30 degrés ou plus. Cela signifie que leurs orbites les emportent loin au-dessus et en dessous du plan des planètes. Si vous pouviez voir la ceinture de Kuiper de côté, elle ne ressemblerait pas à une ligne fine. Elle ressemblerait à une structure gonflée, épaisse au milieu et s'amincissant vers les bords. À 50 unités astronomiques du Soleil, une inclinaison de 30 degrés correspond à un déplacement vertical d'environ 25 unités astronomiques au-dessus ou en dessous du plan de l'écliptique. C'est 25 fois la distance Terre-Soleil. Même une inclinaison de 10 degrés à 50 unités astronomiques correspond à un déplacement vertical d'environ 8,7 unités astronomiques. Grosso modo, la distance du Soleil à Saturne. La ceinture de Kuiper n'est pas un anneau plat. C'est une structure tridimensionnelle épaisse, un tore, grossièrement parlant, mais un tore grumeleux et inégal, plus dense près de l'écliptique et plus mince plus loin au-dessus et en dessous. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre allumer chaque objet de la ceinture de Kuiper pour qu'il brille assez fort pour être vu, et que vous pouviez observer le système solaire depuis l'extérieur, depuis un point d'observation à plusieurs centaines d'unités astronomiques, ce que vous verriez vous surprendrait. Vous ne verriez pas un anneau mince et élégant comme les anneaux de Saturne. Vous verriez une zone large, gonflée,
vaguement défini d'objets éparpillés, entourant un minuscule amas compact de planètes près du centre. Les planètes, toutes, seraient blotties près du Soleil, confinées dans les 30 premières unités astronomiques, et les entourant, s'étendant de 30 à 50 unités astronomiques, et au-delà, il y aurait cet énorme nuage diffus d'objets glacés, bien plus étalé en 3 dimensions que n'importe quel schéma simple ne le suggère. Cette image, ce tableau d'un petit système planétaire compact, entouré d'un énorme nuage tridimensionnel de débris glacés, c'est la véritable architecture de notre système solaire. La structure de la ceinture de Kuiper préserve aussi des informations sur des événements survenus pendant la formation du système solaire qu'on ne peut apprendre d'aucune autre façon. La distribution des inclinaisons orbitales nous renseigne sur l'intensité de l'agitation gravitationnelle pendant la migration de Neptune. La proportion d'objets dans les différentes résonances nous dit la vitesse et la distance de la migration de Neptune. La différence entre les populations classiques froides et chaudes nous dit quels objets se sont formés sur place et lesquels ont été déplacés. En ce sens, la ceinture de Kuiper est comme une scène de crime où les preuves ont été gelées en place depuis 4 milliards d'années. Chaque orbite, chaque inclinaison, chaque résonance est un indice. Et le détective, c'est Neptune. Les travaux des astrophysiciens français à l'Observatoire de la Côte d'Azur, au CNRS, et à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris continuent de raffiner notre compréhension de cette migration et de ses conséquences. La ceinture de Kuiper ne possède pas de bord extérieur net. Il n'y a pas de mur, pas de frontière, pas de coupure soudaine où les objets s'arrêtent et l'espace vide commence. Au lieu de ça, la ceinture classique s'amincit progressivement autour de 50 unités astronomiques. Mais des objets associés à la population plus large de la ceinture de Kuiper, surtout les objets du disque diffus, s'étendent bien plus loin. Certains ont des orbites qui les emmènent à 100 unités astronomiques. D'autres atteignent 200 unités astronomiques. Quelques-uns ont des orbites si allongées que leur point le plus éloigné du Soleil est à 500 unités astronomiques ou plus. Le disque diffus étant effectivement le domaine du Soleil en termes d'objets en orbite significatifs, bien au-delà de ce que la plupart des gens réalisent. Et même ces objets extrêmes ne sont pas les membres les plus distants de la famille gravitationnelle du Soleil. Entre le bord extérieur de la ceinture de Kuiper et le bord intérieur du nuage d'Oort, il existe une région qui est l'une des zones les plus mystérieuses et les moins comprises de tout notre système solaire. D'environ 50 unités astronomiques jusqu'à environ 2000 unités astronomiques, il y a un immense espace où nous ne savons presque rien de ce qui existe. Certains objets nous donnent des indices sur ce qui pourrait se cacher dans cette zone. Sedna, un corps glacé lointain découvert en 2003, possède l'une des orbites les plus étranges de tout objet connu du système solaire. Son approche, la plus proche du Soleil, est d'environ 76 unités astronomiques, déjà bien au-delà du bord extérieur de la ceinture classique. Mais son point le plus éloigné est d'environ 937 unités astronomiques. Sedna met approximativement 11 400 années terrestres pour compléter une seule orbite. Elle passe presque tout ce temps dans les confins lointains, entre 100 et 900 unités astronomiques, une région qu'aucune autre population bien étudiée d'objets n'occupe. Sedna est trop loin de Neptune pour avoir été dispersée par sa gravité. Son orbite ne peut pas être facilement expliquée par aucun des mécanismes qui façonnent la ceinture classique ou le disque diffus. Quelque chose d'autre a placé Sedna là où elle est. Plusieurs théories ont été proposées. Une possibilité est qu'une étoile passante dans le système solaire primitif, quand le Soleil était encore dans son amas de naissance, entouré d'autres jeunes étoiles, a gravitationnellement tiré sur des objets du disque externe, en plaçant certains sur des orbites extrêmes, comme celle de Sedna. Bien au-delà de cette zone intermédiaire mystérieuse, les astronomes pensent qu'il existe une vaste coquille sphérique de corps glacés, appelée le nuage d'Oort.
Contrairement à la ceinture de Kuiper, qui est grosso modo en forme de disque et concentrée près du plan de l'écliptique, le nuage d'Oort serait une sphère. Il entourerait le système solaire dans toutes les directions, au-dessus, en dessous et tout autour. Aucun objet du nuage d'Oort n'a jamais été directement observé. Nous savons qu'il existe, ou du moins nous en sommes très confiants, à cause des comètes. Les comètes à longue période, celles qui mettent des milliers ou des millions d'années pour compléter une seule orbite autour du Soleil, arrivent de toutes les directions dans le ciel, pas seulement du plan de l'écliptique. Cette distribution sphérique des origines des comètes suggère fortement une région source sphérique. Le nuage d'Oort est estimé commencer à environ 2000 unités astronomiques du Soleil et s'étendre vers l'extérieur jusqu'à peut-être 100 000 unités astronomiques, voire plus. 100 000 unités astronomiques, c'est approximativement 1,6 années-lumière. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, est à environ 4,24 années-lumière. Le bord extérieur du nuage d'Oort pourrait s'étendre à environ 40% du chemin vers l'étoile la plus proche. Mettons l'échelle du nuage d'Oort en contexte avec la ceinture de Kuiper. La ceinture classique s'étend d'environ 30 à 50 unités astronomiques. Le nuage d'Oort s'étend d'environ 2000 à 100 000 unités astronomiques. Le bord intérieur du nuage d'Oort est environ 40 fois plus loin du Soleil que le bord extérieur de la ceinture classique. Et l'étendue radiale du nuage d'Oort, de 2000 à 100 000 unités astronomiques, fait environ 98 000 unités astronomiques. C'est presque 5000 fois la largeur de la ceinture de Kuiper classique. Si la ceinture classique était l'épaisseur d'une seule page dans un livre, le nuage d'Oort s'étendrait sur presque toutes les pages d'une très épaisse encyclopédie. Et tout comme la ceinture de Kuiper, le nuage d'Oort est écrasément vide. Les astronomes estiment que le nuage d'Oort pourrait contenir des milliers de milliards d'objets glacés, mais dispersés à travers un volume d'espace qui s'étend à 1,6 années-lumière de rayon, ces milliers de milliards d'objets sont si largement séparés que la distance moyenne entre deux objets voisins pourrait être de dizaines de milliards de kilomètres. Le nuage d'Oort fait paraître la ceinture de Kuiper surpeuplée. Quand on parle de la véritable échelle de la ceinture de Kuiper, il faut reconnaître qu'elle n'est qu'une couche dans un système bien plus vaste. C'est la première structure majeure au-delà de Neptune. Au-delà se trouve le disque diffus, s'étendant sur plusieurs centaines d'unités astronomiques. Au-delà du disque diffus se trouve la zone intermédiaire mystérieuse suggérée par des objets comme Sedna. Et au-delà de tout ça, le nuage d'Oort, s'étendant jusqu'à 100 000 unités astronomiques ou plus. Chaque couche est vastement plus grande que la précédente. Chaque couche est vastement plus vide. Et chaque couche est vastement plus difficile à observer. Mais, même si le nuage d'Oort éclipse la ceinture de Kuiper en taille, la ceinture de Kuiper occupe une place spéciale dans notre compréhension du système solaire. Elle est assez proche pour que nous puissions effectivement observer ces objets avec des télescopes puissants. Nous pouvons mesurer leurs orbites, étudier leur composition et même y envoyer des sondes. Notre système solaire n'est pas le seul à posséder une ceinture de débris dans ses confins extérieurs. Les astronomes ont détecté des disques de débris autour de nombreuses autres étoiles. Des anneaux de poussière et de glace qui luisent faiblement en lumière infrarouge. Ces disques de débris sont analogues à notre ceinture de Kuiper. L'un des exemples les plus célèbres est le disque de débris autour de l'étoile Fomalhaut, à environ 25 années-lumière de la Terre. Ce disque a été imagé directement par le télescope spatial Hubble en 2004. Un autre exemple bien connu est le disque de débris autour de Beta Pictoris, à environ 63 années-lumière. Ces disques montrent que la ceinture de Kuiper n'est pas unique à notre système solaire. C'est un trait commun des systèmes planétaires. L'étoile Epsilon Eridani,
à environ 10,5 années-lumière de la Terre, possède un disque de débris qui s'étend d'environ 35 à 90 unités astronomiques, remarquablement similaire en échelle à notre propre ceinture de Kuiper. Ces découvertes, auxquelles l'instrument ESFER, développé par un consortium européen mené par des laboratoires français comme le LESIA de l'Observatoire de Paris et le LAM de Marseille, a contribué, montrent que le processus qui a créé notre ceinture semble se produire couramment autour d'autres étoiles. Cela signifie que la ceinture de Kuiper n'est pas juste une curiosité locale. C'est un exemple d'un phénomène universel, une fenêtre sur des processus qui se produisent à travers la galaxie. Mais étudier les disques de débris autour d'autres étoiles a ses limites. Ces disques sont à des années-lumière de distance. On peut voir leur forme générale et leur distribution de luminosité, mais on ne peut pas résoudre des objets individuels à l'intérieur. On ne peut pas mesurer les orbites de corps spécifiques, ni étudier leur composition de près. On ne peut pas les visiter. Notre propre ceinture de Kuiper est le seul disque de débris que nous pouvons étudier en détail, le seul où nous pouvons examiner des objets individuels, mesurer leurs orbites avec précision, analyser leur composition de surface et même envoyer des sondes les survoler. Tout ce que nous apprenons sur la ceinture de Kuiper enrichit notre compréhension des disques de débris en général et par extension, notre compréhension de la façon dont les systèmes planétaires à travers la galaxie se forment et évoluent. L'observatoire Vera C. Rubin, dont les opérations scientifiques complètes sont attendues dans les années à venir, mènera le Legacy Survey of Space and Time, un relevé du ciel sur 10 ans qui augmentera dramatiquement le nombre d'objets connus de la ceinture de Kuiper. Les estimations actuelles suggèrent que nous connaissons quelques milliers d'objets. L'observatoire Rubin devrait en découvrir des dizaines de milliers de plus, possiblement plus de 40 000, élargissant considérablement notre recensement de la ceinture. De futures missions spatiales pourraient aussi s'aventurer dans la ceinture de Kuiper. New Horizons continue de voler vers l'extérieur à travers la ceinture, bien que ses instruments soient limités et que son alimentation électrique décline lentement. Des concepts ont été proposés pour des missions dédiées à la ceinture de Kuiper, notamment un orbiteur de Pluton qui l'étudierait en détail sur une période prolongée plutôt que le bref survol qu'a accompli New Horizons. Un tel orbiteur emporterait des spectromètres avancés pour cartographier la composition de la surface de Pluton en fin détail, des instruments radars pour sonder sous les plaines gelées et des caméras haute résolution capables d'imager des détails de quelques mètres. Le défi est le temps. Même avec une propulsion avancée, un orbiteur de Pluton mettrait 15 à 20 ans pour atteindre sa cible. C'est un engagement qui couvre des carrières entières. Les scientifiques qui conçoivent la mission pourraient prendre leur retraite avant que la sonde n'arrive. Cela demande une vision et une patience qui transcendent les cycles de financement habituels. D'autres propositions incluent des missions vers Eris, Makemake, Haumea ou les objets de taille intermédiaire qui n'ont jamais été visités du tout. Chaque objet que nous visitons dans la ceinture de Kuiper révèle de nouvelles surprises. Pluton était bien plus complexe que prévu. Arrokoth était une relique pristine qui a transformé notre compréhension de la formation des petits corps. La prochaine cible, quelle qu'elle soit, nous surprendra presque certainement à nouveau. L'Agence spatiale européenne et le CNES étudient également des concepts de mission vers le système solaire externe, s'appuyant sur l'expertise française en instrumentation spatiale qui a contribué à tant de missions d'exploration planétaire, de Rosetta à Cassini-Huygens. Il y a aussi un intérêt croissant pour ce que la ceinture de Kuiper peut nous dire sur la possibilité de planètes non découvertes dans le système solaire externe. Au cours de la dernière décennie, les astronomes ont remarqué que plusieurs objets extrêmement distants de la ceinture de Kuiper et du disque diffus ont des orbites étrangement alignées. Leurs orbites se regroupent de façon qui serait statistiquement improbable si elles étaient distribuées aléatoirement.
Quand les astronomes Konstantin Batygin et Mike Brown ont publié l'analyse de ce regroupement en 2016, ils ont proposé que l'explication la plus plausible était une planète d'environ 5 à 10 fois la masse de la Terre, orbitant autour du Soleil à une distance de plusieurs centaines d'unités astronomiques sur une orbite allongée et inclinée. Ce monde hypothétique, que les médias ont rapidement baptisé Planète 9, mettrait entre 10 000 et 20 000 années terrestres pour compléter une seule orbite. L'idée est fascinante mais profondément controversée. Si le regroupement est réel, Planète 9 serait une découverte remarquable. Une nouvelle planète majeure dans notre propre système solaire, cachée dans l'obscurité au-delà de la ceinture de Kuiper. Si Planète 9 n'existe pas, alors quelque chose d'autre doit expliquer les motifs orbitaux. L'observatoire Vera C. Rubin pourrait régler la question une fois pour toutes. Prenons du recul et réfléchissons à ce que tout cela signifie. Nous avons commencé avec un schéma de salle de classe, une image plate, nette, comprimée du système solaire qui montre la ceinture de Kuiper comme une fine bande de débris au bord. Et nous avons découvert que cette image est profondément fausse. La ceinture de Kuiper n'est pas une fine bande. C'est une énorme structure tridimensionnelle, gravitationnellement sculptée, qui rivalise avec l'ensemble du système solaire planétaire en échelle. Sa région classique couvre 20 unités astronomiques, environ les 2/3 de la distance du Soleil à Neptune. Son volume total dépasse celui de l'espace contenant toutes les planètes. Ces objets vont de minuscules cailloux gelés à des planètes naines assez grandes pour avoir des atmosphères, des lunes et une géologie active. Et sa structure encode l'histoire de la migration de Neptune et du réarrangement violent du système solaire externe survenu il y a des milliards d'années. Au-delà de la ceinture classique, le disque diffus étend la population de corps glacés à plusieurs centaines d'unités astronomiques. Au-delà du disque diffus, des objets comme Sedna suggèrent une population cachée dans la vaste zone inexplorée, s'étendant sur des milliers de unités astronomiques. Et au-delà de tout ça, le nuage d'Oort, une coquille sphérique hypothétique, mais presque certainement réelle, de milliers de milliards d'objets glacés, s'étend à 100 000 unités astronomiques, presque à mi-chemin de l'étoile la plus proche. Chacune de ces couches est vastement plus grande que la précédente, et chacune est vastement plus vide. Le système solaire ne s'arrête pas à Neptune. Il ne s'arrête pas à Pluton. Il ne s'arrête même pas au bord extérieur de la ceinture de Kuiper. Il s'étend, dans un sens gravitationnel significatif, sur près de 2 années-lumière dans toutes les directions. Et pourtant, pour la majeure partie de l'histoire humaine, nous ne savions pas que tout cela existait. Pluton n'a été découvert qu'en 1930. Le deuxième objet de la ceinture de Kuiper, 1992 QB1, n'a été trouvé qu'en 1992. La majeure partie de ce que nous savons sur la structure et la population de la ceinture a été apprise au cours des 3 dernières décennies. Nous sommes passés de l'ignorance totale à une compréhension détaillée d'une énorme région du système solaire en moins d'une vie humaine. Et nous en sommes encore au premier stade de l'exploration. Chaque nouveau télescope, chaque nouveau relevé, chaque nouvelle mission spatiale en révèle davantage. La ceinture de Kuiper est une frontière que nous n'avons fait que commencer à cartographier. Les travaux des équipes françaises du CNRS, de l'Observatoire de Paris et des laboratoires d'astrophysique de Grenoble, Bordeaux et Toulouse continuent d'alimenter cette exploration, participant au relevé du ciel et à la caractérisation de ces objets lointains qui constituent la mémoire gelée de notre système solaire. Il y a quelque chose de profondément humiliant dans tout cela. Nous avons grandi en pensant comprendre le système solaire. Nous avons mémorisé les planètes. Nous avons appris leur ordre, leur taille, leur distance. Nous pensions que le système solaire était le Soleil et 8 planètes. Et nous pensions qu'il était relativement compact, une chose gérable qui tenait sur un poster
une structure que nous pouvions appréhender. Mais la vérité est bien plus grande et bien plus étrange que ça. Les planètes ne sont que le début. Elles sont le noyau intérieur compact d'un système bien plus vaste. Au-delà d'elles se trouve la ceinture de Kuiper, un immense désert gelé de mondes glacés. Au-delà de la ceinture se trouve le disque diffus. Au-delà du disque diffus se trouve le nuage d'Oort. Et l'ensemble du système, du Soleil aux dernières traces du nuage d'Oort, couvre une région de l'espace de près de 2 années-lumière de diamètre. Dans ce contexte, la ceinture de Kuiper occupe un terrain intermédiaire spécial. Elle n'est pas aussi familière que les planètes. Mais elle n'est pas aussi lointaine et inaccessible que le nuage d'Oort. C'est la zone où le connu rencontre l'inconnu, où l'observation directe cède la place à l'inférence, où des sondes se sont aventurées, mais ont à peine effleuré la surface. C'est un lieu où des reliques gelées de la naissance du système solaire dérivent en silence, portant des secrets sur la façon dont notre voisinage cosmique est devenu ce qu'il est. La prochaine fois que vous verrez ce schéma de salle de classe, celui avec les planètes alignées proprement et un mince anneau après Neptune, souvenez-vous de ce que vous avez appris ce soir. Ce mince anneau est un mensonge. Pas un mensonge malveillant, juste une compression pratique, une concession aux limites du papier, de l'encre et de la taille de l'écran. Mais un mensonge néanmoins. La ceinture de Kuiper n'est pas une note de bas de page. Ce n'est pas une pensée après coup. Ce n'est pas un détail mineur au bord du système solaire. C'est l'une des plus grandes et des plus scientifiquement importantes structures de notre voisinage cosmique. C'est un vaste et clairsemé archive gelée qui s'étend sur des milliards de kilomètres, sculpté par la gravité d'un géant de glace migrateur, peuplé de mondes allant de minuscules cailloux gelés à des planètes naines complexes, avec des montagnes, des glaciers et des atmosphères. Elle occupe plus de volume que tout l'espace contenant les planètes combinées. Et ce n'est que la couche la plus intérieure d'un système encore plus vaste de corps glacés qui s'étend presque à mi-chemin de l'étoile la plus proche. C'est la véritable échelle de la ceinture de Kuiper. Pas un anneau, pas une bande, pas une ligne. Un immense désert tridimensionnel de mondes gelés, éclipsant le système solaire familier que la plupart des gens imaginent quand ils pensent à notre place dans l'espace. Les planètes ne sont que le début. La ceinture de Kuiper est l'endroit où le système solaire révèle sa véritable taille. Et le plus remarquable de tout est peut-être ceci. Nous sommes la première génération d'humains à le savoir. Pendant toute l'histoire de l'humanité, chaque civilisation, chaque culture, chaque astronome qui a jamais levé les yeux vers le ciel nocturne, depuis les astronomes babyloniens jusqu'aux observateurs de l'Observatoire de Paris au XVIIe siècle, aucun d'entre eux ne savait que cette région existait. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour découvrir le premier objet de la ceinture de Kuiper, au-delà de Pluton. Il a fallu attendre le XXIe siècle pour y envoyer une sonde et voir l'un de ces mondes gelés de près. Tout ce que nous savons sur la ceinture de Kuiper, son échelle, sa structure, ses populations, son histoire, tout cela a été appris de mémoire vivante. Ce savoir est nouveau. Il est encore en train d'être affiné. Il y a certainement des surprises qui attendent là-bas dans l'obscurité gelée que nous n'avons pas encore découvertes. Mais ce que nous savons déjà suffit à changer fondamentalement la façon dont vous voyez le système solaire. Ce n'est pas une petite famille compacte de planètes orbitant près d'une étoile. C'est une structure vaste, dont la majeure partie est froide, sombre et loin du Soleil. Les planètes sont le noyau central, brillant et chaud. La ceinture de Kuiper est l'immense désert gelé qui les entoure. Et le nuage d'Oort est le vide encore plus immense qui entoure tout le reste. Couche après couche, chacune plus grande, chacune plus vide, chacune plus lointaine et plus mystérieuse que la précédente. C'est notre système solaire. Bien plus grand, bien plus étrange et bien plus merveilleux
que n'importe quel posteur ne vous l'a jamais montré. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, au-delà de la Lune, au-delà des planètes, vers les espaces sombres entre les étoiles, souvenez-vous que juste au-delà de la planète la plus lointaine se trouve une immense frontière de mondes gelés, une région si vaste que la lumière met des heures à la traverser. Un lieu où le Soleil n'est qu'une étoile brillante dans un ciel noir, et où de la glace ancienne dérive sur des orbites qui mettent des siècles à se compléter. La ceinture de Kuiper, cachée à la vue de tous, comprimée en une fine ligne sur chaque schéma, mais en réalité l'une des structures les plus grandioses de notre système solaire. Elle était là depuis le début. Nous ne pouvions simplement pas la voir pour ce qu'elle était, jusqu'à ce que nous apprenions enfin à regarder.